Sauf que on n'a pas réfléchi du tout au rôle du patient dans ses propres soins avec les approches centrées. On ne s'est jamais demandé comment, est-ce que le patient est un acteur de soins ou pas, c'est qu'en fait, l'expérience que j'ai vécue, je vais vous raconter ça. Un jour, au tout début du programme, on a été observer des équipes de soins qui nous avaient été identifiées comme des équipes championnes en partenariat. Donc on allait voir comment elles fonctionnaient, on faisait de l'observation libre. Et on va dans un CHSLD qui avait été identifié comme une équipe, un CHSLD champion, notamment parce qu'ils discutaient des plans de soins, quand ils faisaient des plans de soins, ils discutaient de ça avec les patients puis leurs familles. Puis tout le monde, toute l'équipe était là. Donc on assiste à un de ces rencontres-là. Et donc là, il y a une dizaine de professionnels de la santé autour de la table. Ça fait du monde là déjà. Il y a les professionnels, les préposés, tout le monde est là. Comme ils savent qu'on est là, en plus l'université est là, donc ils ont mis le paquet, là, ils sont nombreux. Là. Puis là, ils discutent du cas d'une dame qui était rentrée il y a à peu près 3 semaines, une personne âgée, et qui voulait absolument pas prendre ses bains. Ils n'arrivaient pas à lui faire prendre ses bains. Donc c'était vraiment la crise, ils se posaient tous la question. Donc elle n'était pas assez bien pour pouvoir participer, mais ils avaient invité son fils. Mais bon, au départ, la première partie de la réunion, ils discutent ensemble, sans le fils, sur la situation, puis donc déjà on n'est pas vraiment en partenariat, là, d'abord on discute entre nous, on fait le plan de match, mais après on va discuter ça avec le fils. Donc ça commence, ça a duré 45 minutes. Alors bien entendu, l'infirmière avait son idée, le médecin avait son idée, l'ergo avait son idée, le préposé, tout le monde avait son idée, donc ça a fini avec une espèce de grosse solution, bref, très compliquée. Puis là, il décide de faire rentrer le fils. Le fils rentre, alors je me rappelle, il arrive, c'était un migré italien, certainement de deuxième génération, et il arrive, il était super impressionné, il arrive, il rentre, puis il est comme waouh, tu sais, tout ce monde-là, waouh, tu sais, puis il rentre, je me rappelle, il dit vous êtes tous là pour ma mère, vraiment, c'est super, je suis très impressionné. Il a limite les larmes aux yeux, quoi, il est vraiment il est dans le choc émotif. Donc il s'assoit, donc on se comprend, il n'est pas vraiment dans des super conditions pour rentrer en relation avec tout ce monde-là. Donc là, tout ce monde-là, en fait, la personne qui coordonne la réunion lui propose des options, mais en fait, en insistant bien sur l'option qui compense être la meilleure quand même. Puis lui, bon, il n'a pas la force là, de lutter contre tout ce petit monde-là, donc il dit ok, on va faire ça, ça me va, excellent, très content. Puis à la fin de la rencontre, on débriefe avec tout le monde. Notamment, nous, les patients, on débriefe avec le patient. Et puis là, on débriefe avec lui. Puis là, il commence, moi c'est moi qui débriefe, je suis là, il me dit vraiment, ils sont vraiment super, tout ce monde, encore une fois, il me répète ça, tout ce monde avec ma mère. Et il me dit, mais quand même, s'il m'avait posé la question, moi je leur ai dit que ma mère, le problème c'est qu'elle n'a jamais pris de bain de sa vie, elle a toujours pris des douches. J'ai eu la même chose avec ma mère. C'est vrai? Mais c'est aussi absurde que ça. Puis c'est pas un cas là. Je veux dire, l'autre cas, c'est un chirurgien colorectal de la faculté de médecine. À l'époque, il était vice-doyen, un novice doyen. Chirurgien colorectal. Là. Ça, c'est comme, c'est comme les chirurgiens, comme les urologues. C'est les coupeurs de prostate, enfin, des super techniciens. Ils n'ont pas vraiment besoin de rentrer en grande relation avec leurs patients. Puis, quand on commence le programme, il n'est pas complètement convaincu par le patient partenaire, vraiment pas en fait. Un peu sceptique, je le vois. Puis au début, tout le monde s'amusait à venir me challenger sur les cas. On m'amenait toujours des cas impossibles, genre un psychiatre qui arrivait à un moment qui me dit, tu comprends Vincent, ma patiente, comment je fais avec ma patiente qui est tombée amoureuse de moi, puis est-ce que tu crois que je peux vraiment devenir partenaire avec elle? T'es sérieux en plus, là, toi-même, je suis une psychanalyste, là, je pense que c'est ça. Alors, donc ce chirurgien arrive dans mon bureau, puis il me dit, bon là Vincent, dis-moi ce que je dois faire. Je suis avec une patiente, elle a eu un cancer de côlon qui s'est généralisé, elle a quelques mois à vivre devant elle, elle souffre atrocement, j'essaye de la convaincre de faire une opération qui pourrait soulager sa douleur, mais elle ne veut rien savoir. Puis il me dit, je sais pas, j'ai peur qu'elle se suicide, tu comprends, elle est tellement en douleur, etc., je sais plus quoi faire, elle m'écoute pas. Puis là, je regarde, puis je lui dis déjà, si elle veut mettre fin à ses jours, c'est sa responsabilité, je veux dire, on ne veut pas vous sentir coupable par rapport à ça. Puis l'autre chose, je lui dis, la prochaine fois, vous allez la voir, juste, dites rien, demandez-lui comment ça va et ne dites rien.
Alors, je me rappelle, il ressort de mon bureau, il était complètement sceptique, là, il dit, bon, le patient partenaire, c'est de la rigolade. 3 semaines après, il revient. Là, il rentre dans mon bureau, là, puis il s'assoit, puis il me dit, hey, j'ai fait ce que tu m'as dit, puis ça a marché. Et je lui dis, je vais juste demander comment ça va. Là, elle s'est mise à parler plus qu'elle n'avait jamais parlé. Puis là, j'ai compris qu'en fait, elle savait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps à vivre. Elle voulait passer du temps avec ses enfants et sa famille. Elle pensait que l'opération, ça allait prendre au moins 2-3 semaines avant de pouvoir se rétablir. Donc elle préférait souffrir plutôt que de sacrifier 2-3 semaines qu'elle allait passer avec sa famille, certainement avant de mourir. Donc elle ne voulait pas se faire opérer à cause de ça. Et il dit là, en comprenant ça, j'ai pu lui expliquer qu'en fait, on pouvait faire une technique qui faisait en sorte que l'opération serait une opération d'un jour, puis qu'elle serait sortie le soir même. Et que ça n'aurait pas d'impact, et là, elle a accepté. Un autre détail. Puis ça, vous les prenez, là, c'est une succession de détails comme ça. Alors du côté des professionnels de la santé, c'est jamais une question d'intention, ils ont toujours des bonnes intentions. Sauf qu'ils sont formés pour pousser des solutions, pour pousser et pour faire en sorte donc ils n'écoutent pas. Et puis ils sont dans des espèces de prise de pouvoir, de contrôle qu'ils n'arrivent pas à lâcher. Et c'est aussi comme ça qu'on les forme. Donc c'est normal qu'ils sont comme ça aussi. Alors pas tous, heureusement, encore une fois, il y en a une grande majorité, il y en a beaucoup qui commencent à changer. Mais les approches centrées, pour revenir à elles, ont décloisonné le médecin, etc., mais n'ont quand même pas changé complètement cette mentalité et ne sont pas questionnés sur la place du patient. Quand on a commencé à discuter avec nos amis, et qu'on était plusieurs patients, on leur a dit, nous, le patient, on ne le veut pas là, on le veut dans le cercle. C'est-à-dire qu'on veut que le patient et les proches soient considérés comme des acteurs de soins. Ce qu'on est, on est des acteurs de soins. Les membres, les proches sont des acteurs de soins, on se soigne. On se soigne par des petits actes, des fois par des grands actes. On fait des choix, on fait des micro-choix, on fait des macro-choix, on fait plein de choix tout le temps. Donc on est des acteurs de soins. Donc, il faut nous aider à prendre des décisions libres et éclairées. Il faut que dans la façon dont on va enseigner à nos étudiants, la façon de collaborer avec les patients, il faut que la manière dont ils collaborent aide les patients à prendre des décisions libres et éclairées, que les décisions ne soient pas poussées ou prises par les professionnels de la santé. Il faut accompagner les patients et leurs proches vers une prise de décision éclairée. Il faut reconnaître que ces gens-là construisent des savoirs expérientiels, qui sont capables de mobiliser, et que de toute façon ils mobilisent, qu'on le veuille ou non, une fois qu'ils sont retournés chez eux et une fois qu'ils ne sont plus encadrés par le système hospitalier. Qu'à ce titre, ils sont des membres à part entière de l'équipe de soins. Alors imaginez discuter de ça dans une faculté de médecine. Je veux dire que ça a été des débats houleux, mais finalement c'est passé comme une lettre à la poste. Et que, bien entendu, l'objectif final du processus de soins, le premier objectif n'est pas de guérir, mais de réaliser un projet de vie. Et ce projet de vie peut être le projet de vie de mourir. Mourir est un projet de vie. Nos étudiants de deuxième année, on a changé la vidéo, mais encore jusqu'à l'année dernière, deuxième année des sciences de la santé, on leur montrait une vidéo d'une dame qui était en soins palliatifs. Elle est morte 3 semaines après, puis elle racontait un peu son expérience avec son équipe de soins et comment cette dernière semaine de vie était son projet de vie. Donc c'est sûr, avec des étudiants de deuxième année, ils écoutaient ça, puis là ça leur soulignait un peu le paradigme, mais c'était... Donc vraiment, c'est sur ces facteurs-là qu'on a défini le concept du patient partenaire. Donc un patient qui est capable de prendre des décisions libres et éclairées, donc il faut informer progressivement, à son rythme, selon ses capacités, auxquels il faut reconnaître un savoir. On a des savoirs, il faut que ces savoirs soient reconnus, il faut qu'ils aient de la place, pour qu'on puisse les mobiliser, développer nos compétences de soins, qu'on ait des membres à part entière de l'équipe de soins, et qu'avant tout on mobilise un projet de vie. Alors aujourd'hui, tous nos étudiants des sciences de la santé, 2800 étudiants par an, sont formés sur ce paradigme-là. Donc 13 disciplines des sciences de la santé, par des patients formateurs. Donc en fait, demain, il y a les étudiants de première année sont tous réunis, et il y a une soixantaine de professeurs cliniciens, une soixantaine de patients formateurs qui vont co-former ensemble les étudiants de première année des 13 disciplines des sciences de la santé de l'Université de Montréal sur ce modèle-là, et l'expérience est répétée en deuxième et troisième année. Donc aujourd'hui, la plupart des étudiants en médecine que vous rencontrez dans nos centres hospitaliers connaissent extrêmement bien la notion de partenariat de soins. Donc c'est aussi, à partir du moment où on est dans un modèle comme celui-là,
les questions méthodologiques qu'on se pose, c'est comment on construit ensemble. Donc comment on partage les risques ensemble, comment on partage les responsabilités ensemble, comment on partage du leadership ensemble. Hein, parce que derrière ça, il y a quand même une méchante question de pouvoir. Hein, et je vous rappelle quand même qu'au Québec, depuis 90, le milieu des années 90, au niveau légal, la situation elle est très claire, la décision finale appartient au patient. Au niveau légal, la situation est très claire, vous avez accès automatique, vous avez accès, si vous demandez, à la totalité de votre dossier médical. Donc après ça, c'est pas forcément ça qui se passe, parce qu'il y a on nous a mis tout un paquet de barrières administratives pour avoir accès à nos dossiers médicaux, mais légalement, la prise de décision appartient au patient et l'information médicale nous appartient, y compris les notes cliniques, etc. Maintenant, la loi a été largement en avance, ce qui n'est pas vrai dans tous les pays. Vous prenez par exemple, j'étais en Belgique la semaine dernière, en Belgique, le médecin reste celui qui prend les décisions. C'est fou quand même. Hein. Moi, je n'en revenais pas. En France, c'est la même chose. C'est moins clair que ça, mais ils ont une bonne part de la décision finale. Alors, donc on est assez chanceux d'avoir ça, mais bon, on n'a pas forcément réussi à l'intégrer dans les paradigmes de collaboration comme on les enseigne aux étudiants en médecine. Sauf quand des patients sont arrivés dans une faculté de médecine et ont poussé vers ça, et c'est ce qu'on a fait dans les dernières années. Alors ça, c'est le modèle. Ce modèle-là, on est assez fiers parce que c'est un modèle aujourd'hui qui est reconnu au niveau international. On a une publication assez importante qui sort le mois d'avril dans l'Académie de médecine, qui est une grosse revue médicale internationale. Donc, et on est en train de faire des petits un peu partout, alors on est très content de ça. Juste pour la petite histoire, la Belgique, c'est parce qu'au mois de novembre, j'ai raconté ça à Denis avant de commencer, je reçois un mail du directeur de la qualité du centre hospitalier universitaire de Dinan-Godin, c'est à 60 km au sud de Bruxelles. Puis il écrit un mail, il me dit voilà, M. Dubez, on vient de recevoir une consigne du ministère de la Santé pour appliquer l'approche patient partenaire, mais on voudrait savoir ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire.